Bonjour, chers téléspectateurs. Comme vous le savez et comme on s'était accordé, on vous l'avait promis, nous nous retrouvons ce samedi, mais avec une particularité. Il s'agit d'une édition spéciale, car il s'agit de la réaction de Clément Mierassa au message sur l'état de la nation de l'année 2023 qui a été fait le 28 novembre dernier. Et nous allons essayer d'apporter un peu notre réflexion, notre analyse. Pour commencer, nous disons que en ce moment de tristesse pour le pays, après le drame qui nous a frappés, nous voulons toujours avoir une pensée pieuse et noble pour les victimes du drame du stade Michel Dornano. Et nous voulons également profiter de l'occasion qui nous a été offerte après que l'on ait fait ce message pour livrer notre analyse sur un certain nombre de choses. Déjà, nous tenons à rappeler qu'en mars 2023, il avait été déclaré par les gouvernants de ce pays. Il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. Aujourd'hui, nous nous en sommes bien rendus compte. L'illustration a été donnée avec ce qui s'est passé au stade Michel Dornano, parce que cela frappe une institution pour laquelle nous avons beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Il s'agit de l'armée. Et nous découvrons effectivement que le ver n'a pas été détruit au sein de l'armée. Et nous nous posons la question, quelle est la situation dans les autres secteurs? Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons retenu dans le mot introductif du président du Parlement du Congrès qui s'adressait au président de la République en disant « Vous avez sublimé un devoir sacré, les devoirs du respect scrupuleux de la Constitution. » Et nous allons y revenir régulièrement. Dans le texte, puisque ce texte que nous avons pu tirer comptait 105 pages, à la page 76, nous avons également relevé un détail que nous trouvons extrêmement important. Il a été dit que l'État tire sa force dans les rigueurs de la loi. Et c'est pour ça que nous avons tenu à apporter notre analyse. Nous ne voulons pas aller au décryptage, mais nous voulons faire une réaction. C'est pour ça que le premier point que nous allons aborder est relatif à ce qui a été dit, à savoir que les institutions demeurent stables et elles fonctionnent normalement. La nation se structure et se consolide au fil des jours. Nous ne partageons pas cet avis parce que cet avis est extrêmement important pour la vie politique de notre pays, sinon pour la vie du Congo de façon générale. Et pourquoi je le dis? Nous avons assez souvent abordé ces différentes questions. Le premier point que nous allons aborder concerne le président de la République. Le président de la République du Congo est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il est en même temps président du Parti congolais du travail, violant ainsi l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution qui dit clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Cette question nous a beaucoup préoccupés et le citoyen Clément Mierassa avait introduit le 25 juin 2020 une requête aux fins de recours en inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis pendant le congrès du Parti congolais du travail de décembre 2019 la reconduction
de M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central de ce parti, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail. Cela prouve qu'au niveau le plus élevé de notre pays, on découvre que la Constitution n'est pas respectée. Et lorsque Clément Mierassa a introduit ce recours, par décision numéro 005, DCC, CC, SBA, 20, du 1er juillet 2020, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour trancher de ce problème et avait choisi d'en notifier messieurs le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre chargé de la justice. Curieusement, jusqu'aujourd'hui, ce problème n'est toujours pas résolu. Nous allons aborder notre point, un constat que nous allons faire, même si on ne le fera pas de façon exhaustive. Le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine conformément à la loi depuis 2002. Et tous les Congolais savent qu'il a prêté serment en 2002, en 2009, en 2016, en 2021, à toutes ces occasions. Il n'a jamais déclaré son patrimoine. Ce qui nous permet de découvrir et de dire aux Congolais que le président de la République n'a pas respecté le serment qu'il a prêté conformément à l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution. Dans la même veine, nous tenons à informer les Congolais, ainsi que l'opinion nationale et internationale, que le Parti congolais du travail, parti au pouvoir au Congo-Brazzaville, n'est pas en conformité avec la loi. Vous me direz depuis quand? Je vous répondrai simplement depuis 2002. Et la question qui peut venir, c'est comment le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? Bien sûr, le premier élément que nous pouvons évoquer, et je l'ai déjà annoncé, c'est qu'en reconduisant M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait, président du Parti congolais du travail, le Parti congolais du travail a violé, lui aussi, l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015. Ce faisant, il a aussi violé l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis, qui dispose que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Le troisième aspect que nous allons évoquer s'agissant du Parti congolais du travail, c'est que aucun citoyen, membre du Parti congolais du travail, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi, violant ainsi les articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui stipule clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Les choses sont claires. Si nous allons aux personnalités, nous pouvons signaler que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et plusieurs autres personnalités, notamment les membres de la majorité présidentielle, ne sont pas en conformité avec la loi. Pour les membres du Parti congolais du travail, ça s'explique par le fait qu'ils ont fait partie pour la plupart des 2588 congressistes qui ont reconduit M. Denis Sassou Nguesso au poste de
président du comité central du Parti congolais du travail. Et le deuxième élément qu'on pourrait ajouter, c'est qu'ils n'ont jamais daigné déclarer leur patrimoine depuis 2002. Ainsi dressée, la question qui se pose aux Congolais est celle de savoir, est-il juste de déclarer que les institutions demeurent stables au Congo et qu'elles fonctionnent normalement? Peut-on s'interroger et chercher à savoir s'il y a des contre-pouvoirs au niveau du Congo? Peut-on expliquer pourquoi, à ce niveau de responsabilité, aucune disposition n'est prise pour le retour à l'ordre constitutionnel? Ce sont les questions fondamentales. Et sur ce point qui a été abordé dès le début du message, nous portons en faux en disant qu'au Congo, les institutions ne fonctionnent pas normalement. Et ça, c'est véritablement triste. Le deuxième point que nous allons aborder par rapport à ce message, c'est la déclaration qui a été faite selon laquelle les élections se sont tenues dans des conditions normales et qu'on a parlé de tenue réussie, les élections sénatoriales. Encore une fois, nous tenons à dire que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée au Congo. Et il vous souviendra qu'en 2021, lors de l'élection présidentielle, un acteur politique avait déclaré qu'on ne pouvait pas aller à une élection dont les résultats étaient connus d'avance. En 2022, lors des élections législatives, un autre acteur politique a déclaré qu'il fallait que le pouvoir, sinon le Parti congolais du travail, arrête de nommer les députés. Pour les sénatoriales, nous avions pensé qu'on aurait pu tirer les leçons de tout cela, surtout après la déclaration qui a été faite dans le message sur l'état de la nation en 2020, selon lequel nos difficultés de l'heure ne devaient pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Aujourd'hui, le président de la République est président du Parti congolais du travail. Ça veut dire que c'est le Parti congolais du travail qui organise les élections. Est-il possible que dans ce cas, les élections organisées puissent être libres, démocratiques et crédibles et transparentes? La réponse que je donne est non. Le deuxième aspect important que nous apportons, que nous avons déjà apporté d'entrée de jeu, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et si on devait parler en français facile, conformément aux dispositions de la loi relative au parti, ce parti aurait dû être sanctionné par rapport aux dispositions de l'article 31 de la dite loi qui dit clairement qu'en cas de violation de la loi en vigueur par un parti politique ou un groupement politique, ou en cas de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti en question et ordonne la fermeture de ces lots. Pourquoi cela ne se fait-il pas au niveau du PCP, alors qu'on clame haut et fort que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur? Et nous avons un système électoral dans lequel le président du Parti de la République est président du Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail et son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Viva! 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 Nicolo! Le système d'organisation des élections est maîtrisé par le Parti congolais du travail et il ne garantit ni la transparence, ni l'équité, ni la crédibilité. C'est pour ça que sur ce point, nous tenons à dire également de façon claire et franche que les élections
sénatoriales se sont déroulées dans le déni de la démocratie, dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et c'est très triste pour ce pays. Il faut le relever avec force. Le troisième point que je vais aborder, qui m'attriste davantage, c'est la justice qui fonctionne à 2 vitesses. Elle s'acharne sur les opposants, le disant évidemment d'une pensée noble et pieuse particulière pour Jean-Marie Michel Moukoko, pour André Okombi Salissa et d'autres, mais s'acharnant sur les opposants politiques. Elle laisse libre sans être inquiétée les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans le chaos. Nyanya soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Et c'est pour ça que les Congolais ont dû constater trouvé une parade depuis 2021 où Orion Oil. Dans ce message, on ne parle nullement des fonds Covid. Dans ce message, on ne parlera nullement d'Orion Hall, après l'enquête qui a été publiée par le journal Libération en France. Et tout ça est surprenant. Le Congo est pris en otage. Il faut chercher à le libérer. Mais ils ont trouvé une parade à Orion Oil. Il faut que je le signale. Ils ont sur l'orbite de la justice française, avec la Tracfin. La parade, c'est à Massono. Massono à Dubaï, qui fait aussi du trading. Et par l'intermédiaire d'une dame qui a été aussi nommée conseillère du chef de l'État, Madame Françoise Joly, qui va jouer donc le même rôle, ou qui est en train de jouer le même rôle que M. Ebata, pour vendre le brut congolais, pour circuiter un peu les transactions avec Ebata qui sont au grand jour aujourd'hui. Parce que monsieur a été opulent, extravagant, et puis voilà. C'est d'autant plus surprenant qu'en 2009, dans son discours d'investiture, le président de la République, le chef de l'État, avait déclaré qu'en dépit des efforts multiformes qui ont été déployés, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de concussion, de fraude des deniers publics et autres. Et il a précisé, là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Depuis 2009 jusqu'à ce jour, aucun gouvernant n'a été interpellé. Et c'est dommage. C'est très triste. C'est pour ça qu'on se pose la question. Où sont passés les 14 000 milliards d'excédents budgétaires? Surtout qu'en décembre 2018, il a été dit qu'en ce qui concerne les délits économiques et financiers, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule la loi prévaudra. Et quand on se réfère à l'article 77 relatif à la prestation du serment, on doit garantir la justice à tous. Dans les années 2013, 2012, 2014, bref, peu avant le déclenchement de la crise, le Congo a engrangé, il faut le reconnaître, d'importantes pétrodollars, d'importants pétrodollars. D'ailleurs, que Brazzaville, on le sait, était devenu le hub financier, on peut dire, de l'Afrique centrale. Je vous rappelle qu'en ce moment, à un moment donné même, la voix du Congo était tellement prépondérante au niveau de la Banque centrale que les réserves d'échange du Congo étaient les meilleures. Ce qui venait en avant, donc la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui.
Au-delà des 14 000 milliards, on peut s'interroger. Que dit-on des 6 Congolais qui détiendraient soi-disant 5 500 milliards dans les paradis fiscaux? Que dit-on après l'enquête qui a été menée par la Direction générale de la surveillance du territoire sur les malversations financières au Fonds du soutien de l'agriculture? Que dit-on sur l'argent qui a été débloqué pour une route imaginaire de 137 km? Je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement de 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas? Mais d'ici, oui. Et on peut comme ça en citer. Que dit-on des 9 milliards des pensions des retraités de novembre et décembre 2016? La liste est véritablement longue. Et pour la conclure, on peut faire une allusion à la déclaration de notre compatriote Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, qui a révélé de façon claire que 133 000 milliards de francs CFA sont planqués dans les paradis fiscaux. Les Panama et les Pandora Papers, je crois que nous tous, si nous nous souvenons, ont fait état de l'existence des comptes de certains Congolais. Les noms sont cités. Maintenant, Lucien Ebata, lui, il culmine à autour de 294 milliards de francs CFA, donc planqués dans ces paradis. Monsieur Denis Christel et monsieur Sassou Nguesso et monsieur Jean-Jacques Bouya, à eux deux, ils sont à plus de 4 000 milliards de francs CFA planqués, à eux deux. Avec les Rodolphe Adada et les autres, 4 000 milliards. Avec les Rodolphe Adada et les autres, ils sont plus de 5 000 milliards. Je me rappelle de certaines de mes émissions, je vous ai parlé de 100 000 milliards qui se trouvaient planqués à l'extérieur, correspondant aux 60 100 milliards des différents budgets qui ont forcément été exécutés au Congo, des 14 000 milliards des générations futures et du reste, y compris M. Denis Sassou Nguesso qui gère les fortunes congolaises. Des chiffres qui donnent le tournis, qui vous amènent à vous demander si un pays comme le Congo a besoin d'aller au Fonds monétaire international pour rechercher sur 3 ans moins de 1 000 milliards de francs CFA et en ayant l'assurance que non seulement il ne sortira pas de la crise multidimensionnelle dans laquelle il est plongé, mais il ne développera pas son pays. 82-86, on l'avait commencé par les infrastructures de base, comme maintenant d'ailleurs. Mais cela n'a pas duré, puisque les prix du pétrole se sont effondrés et ont amené la catastrophe et donc la cessation de paiement est suivie naturellement par les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel. Que pouvons-nous dire? Et c'est véritablement dommage. Ces aspects n'ont pas été de façon volontaire développés dans le message sur l'état de la... Et ce n'est pas tout. Le faisant, je fais un lien avec le 4e point. La situation économique et financière. Et j'ai entendu dire qu'après la récession que notre pays a connue, après avoir connu une croissance de 1,7% en 2022, le Congo va connaître une croissance de 4%. Mais je dis d'ores et déjà qu'à l'orée de l'année 2025, on devrait nous dire si le Congo va être émergent en 2025. Mais ce n'est pas avec un taux de croissance de 4% que nous irons. Ensuite, on peut se réjouir certainement de ce taux de croissance de 4%, mais qui en profite. Une petite minorité, pendant que la majorité de la population souffre
et s'enfoncent tous les jours dans la souffrance. Mais heureusement que dans le constat qui a été fait au plan économique, on a fini par acter la dépendance de notre économie vis-à-vis du pétrole. Et c'est très grave, parce que je rappelle aux Congolais que le plan quinquennal 82-86 avait pour principal objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole. Plus de 40 ans après, on se rend compte d'un échec cuisant. C'est l'échec des différentes politiques de diversification économique qui ont été mises en place. Il faut même se souvenir de ce qu'on avait déclaré, autosuffisance alimentaire en l'an 2000. Et aujourd'hui, nous importons près de 700 milliards de denrées alimentaires. C'est véritablement triste. Quant à la dette, on se vante de la rembourser. Mais d'où vient cette dette? Surtout qu'après janvier 2010, année au cours de laquelle le Congo a atteint le point d'achèvement de l'initiative du pays pauvre très endetté, notre dette était bien réduite de façon significative. Elle ne représentait plus que 25% de notre produit intérieur brut, très bas par rapport à la norme communautaire qui est de 70%. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreux International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreux Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employés payés, mais juste un administrateur qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash, et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Comment expliquer aux Congolais qu'en dépit de ce que nos budgets étaient excédentaires, que cette dette a repris une tendance haussière à partir de 2017 pour être pratiquement supérieure à 70%, comme je l'ai dit. Seuil reconnu au niveau de la CEMAC. Et nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Les conséquences sont graves. Et quand nous entendons dire que l'on compte sur le Fonds monétaire pour développer ce pays, je dis c'est triste. Déjà, lorsqu'en 2014, il y a eu l'effondrement soi-disant des cours du baril du pétrole, on a voulu s'agripper à ça pour expliquer la situation du Congo. Après, on a voulu s'agripper à la Covid. Et après, on veut s'agripper à la guerre russo-ukrainienne. Non. Le facteur principal et important de la déconfiture de la situation du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Et il faut que ce soit dit de façon claire, parce qu'il n'y a aucune volonté d'aller au changement, d'avancer et de progresser par rapport à cette situation. Et c'est véritablement dommage. Le 5e point que nous allons aborder, qui préoccupe les Congolais, c'est l'accord, les accords signés avec le Rwanda, qui semblent poser quelques problèmes dans nos relations de voisinage avec certains pays. Et il faut les comprendre. Ces accords, non seulement n'ont pas été mis à la disposition des Congolais, mais n'ont pas été ratifiés. Parce que l'article 217 de notre Constitution dit clairement que le président de la République négocie, signe et ratifie les traités. Mais pour cela, il a besoin de l'autorisation du Parlement. Et malheureusement, le Parlement n'a pas encore donné son autorisation. Et pourtant, sur le terrain, on apprend que 121 000 hectares ont déjà été alloués pour la culture du riz. En République du Congo, les travaux réalisés entre
la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Merci, Monsieur le Ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, ministre Ngabi Tsinze. L'accord signé et le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. Et là, grâce à des informations, on a pu se rendre compte de la manière ténébreuse dont les Rwandais ont été installés dans ce district. Il est arrivé un moment où les propriétaires terriens et les villageois se sont interrogés sur ils allaient même manifester. Et du dire des autorités que ces gens-là venaient avec l'autorisation du président de la République. Et si vous essayez de refuser ou de ne pas mettre à disposition ces terres à ces Rwandais, vous verrez ce qui va vous arriver. Si vous ne voulez pas la guerre, évitez les problèmes. Et donc, ils ont été intimidés. Et vous savez que Yamba, on va dire le village de Massangi et de Kimba Bouenza est proche du Poul. Le Poul a connu des guerres. Vous êtes sans ignorer que le Poul a connu 3 guerres. Donc, 97, 98, 2016. Et donc, les populations de ces zones sont traumatisées. Lorsqu'on leur dit que vous ne voulez pas si vous voulez la guerre, essayez. Du coup, ils ont été pris de peur. Ils ont laissé passer tout ce qui s'est fait pour une petite faute ou encore les humeurs des Rwandais. Les jeunes sont chassés du chantier. Et donc, ils n'ont pas de contrat. Ils travaillent à la où les conditions de travail sont très pénibles. Selon eux, ils disent qu'il s'agit là presque de l'esclavagisme. Ils sont payés à 15 000 francs la semaine, donc je veux dire 15 000 francs la semaine, et par mobile money. Et ils quittent, certains d'entre eux quittent des villages vraiment très lointains du chantier, c'est parfois 20 km. On leur exige d'arriver à 7 h du matin. Donc pour arriver à 7 h, tu es obligé de quitter ton village à 3 h. Vous connaissez les risques des morsures de serpents, et les menaces des animaux dans nos forêts. Et donc, il faut quitter chez toi à 3 h du matin ou 4 h pour arriver au chantier. Tu arrives à 7 h 2 minutes, tu es mis dehors, tu ne peux pas travailler. Donc, ils sont en même temps, ils subissent en même temps, je veux dire, des stress. Travail à la où nous n'avons pas vu nous-mêmes arriver sur place des engins. C'est dommage. C'est dommage. Cela conforte les Congolais dans le fait qu'il y a un agenda caché dans ces accords.
Déjà, ils ont tenté lors de la session administrative du Parlement de faire obtenir l'autorisation pour l'accord militaire et technique. Ça a été retiré. Ça a été retiré curieusement. Aucun des accords signés en 2023 n'a reçu l'assentiment. Et on fait ce message sur l'état de la nation. On n'en parle pas. Mais il faut que l'on sache que les Congolais sont hostiles à ces accords et ils militent pour l'annulation de ceux-ci. Nous observons, parce qu'à cette session budgétaire, le Parlement est censé adopter, ou plutôt, oui, donner l'accord pour la ratification de l'accord de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements. Mais malgré tout, sur le terrain, tout s'exécute. Que se passe-t-il en réalité? Pourquoi les gouvernants actuels ont des problèmes avec le respect des lois et règlements, particulièrement le respect de la Constitution? Le sixième point que nous allons aborder, toujours dans la même lancée, c'est le problème de la cession des terres. Et nous avons découvert qu'il y a des textes réglementaires qui ont été pris pour allouer 11 000 hectares dans le district de Louvakou, dans le département du Niari, à une société Mali Development, etc., pour un franc symbolique. Et nous nous sommes référés à la Constitution pour découvrir que l'article 219 est très clair. Il dit clairement que nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire ne peut être valable sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par voie de référendum. Peut-on nous expliquer pourquoi la tendance est de ne pas vouloir respecter les lois et les règlements de la République quand c'est matière extrêmement importante? Enfin, je vais passer sur un domaine extrêmement important qui touche non pas seulement le Congo, mais qui touche la plupart des pays africains. Le changement anticonstitutionnel de constitution. Ce débat a commencé en Afrique de l'Ouest, notamment au niveau de la CEDEAO, où il a déjà été clairement établi que les changements de constitution sont des coups d'État et généralement sont justifiés par un tripatouillage parce que les gens tiennent absolument à demeurer au pouvoir, en dépit parfois des résultats médiocres et de la condition dans laquelle ils ont plongé leur population. Cette situation a fait l'objet de déclarations fortes au niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et l'une des déclarations fortes a été celle du président de la transition de Guinée, qui a dit clairement que le vrai putschiste, ce n'est pas nécessairement celui qui prend l'arme pour renverser un régime. Que les vrais putschistes, les plus nombreux, que l'on ne condamne pas, mais ce sont ceux-là qui tripatouillent les constitutions parce qu'ils veulent demeurer au pouvoir, qui veulent changer les règles du jeu en cours de la partie. Mais le Congo s'est bien senti interpellé par cette situation. Beaucoup de Congolais se sont demandé, mais ils savent, ils connaissent la réponse. Si le changement de constitution opéré en 2015 dans notre pays était conforme à la loi, mais nous leur disons déjà, et nous allons y revenir, que c'est un changement anticonstitutionnel de constitution. D'ailleurs, à ce propos, le ministre d'État burkinabé a été très éloquent en attirant l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies sur le fait qu'il ne fallait pas se pencher uniquement sur les conséquences, mais qu'il fallait analyser structurellement les causes. Et les causes, c'est la corruption, c'est le tripatouillage des textes constitutionnels pour demeurer indéfiniment au pouvoir, c'est le pillage des ressources naturelles et toute une gamme de problèmes. Et cela est intervenu dans notre sous-région Afrique centrale, avec ce qui s'est passé au Gabon au mois d'août. Et après ce qui s'est passé au Gabon, qu'est-ce qu'on a constaté? La CAC qui était silencieuse, elle s'est réunie. Elle s'est réunie pour faire quoi? Pour condamner le Gabon. Condamner le Gabon. Demander au Gabon de revenir dans les meilleurs délais, dans un délai très court, à l'ordre constitutionnel.
Mais les réactions à travers le monde entier n'ont pas tardé. Elles n'ont pas tardé, pourquoi? Mais parce que la plupart des dirigeants de l'Afrique centrale sont au pouvoir depuis plus de 40 ans pour la plupart. Et s'ils y sont restés, c'est parce qu'ils ont modifié, qu'ils ont tripatouillé les constitutions. Les tripatouillants, mais ils ont un problème de retour à l'ordre constitutionnel. Si la voix du Congo, a dit-on, été très entendue lors de la réunion de la CAC qui a traité de ce problème, mais le président de la transition du Gabon n'a pas hésité à épingler le Congo en attirant son attention sur le fait que le Congo avait tripatouillé ces textes fondamentaux pour en arriver là. Et c'est véritablement triste. Véritablement triste. Et cela nous permet de revenir au cas du Congo, pour que nous en parlons un peu de manière sérieuse, de manière franche. Quelle est la situation du Congo en ce qui concerne cet aspect constitutionnel? Vous savez tous que la Constitution du 20 janvier 2002 n'autorisait pas ce qui s'est fait. Et j'en ai la preuve. Je vous l'ai donné une fois. La première, je vais vous la montrer à travers quelque chose que je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez ici le livre « Parler vrai pour l'Afrique » écrit par M. Denis Sassou Nguesso. Et dans ce livre, à la page 80, 89 et 90, on aborde les changements. Une question lui est posée par les journalistes. La première, c'est de savoir si les aînés faisaient la place aux jeunes. Alors, évidemment, le président Denis Sassou Nguesso a reconnu que ceux des plus anciens, comme Yombi, Lissouba, Exode, Kolela, ont commencé à partir. Et que lui, à 66 et 67 ans, commençait à envisager la sortie. Parce que la Constitution prévoyait qu'à plus de 70 ans, on ne pouvait pas être candidat. Et le journaliste poursuit. Si on comprend bien, si vous êtes élu en 2009, ce sera votre dernier mandat. Il ne répond pas à l'affirmative. Il dit oui, tel est le cas. Parce que la Constitution stipule clairement que le président de la République ne peut effectuer plus de 2 mandats. Quelle clarté, quelle conformité avec la Constitution. Malheureusement, je vais vous montrer notre livre. Ce que je ne pouvais pas dire, écrit par M. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de la République française, qui, à la page 284, révèle que les gouvernants du Congo-Brazzaville lui avaient envoyé un émissaire parce qu'ils voulaient savoir comment on pouvait modifier la constitution du Congo-Brazzaville pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Dans Ce que je ne pouvais pas dire, un ouvrage de Jean-Louis Debré, à la page 388, rencontre avec le maire de Brazzaville, beau-fils du président du Congo. Je ne sais pas ce qu'il me souhaite ni ce qu'il me veut. Je ne le connais pas, j'ai cependant accepté de le recevoir. Il commence par me dire avec force et insistance son admiration pour De Gaulle, mon père, et Chirac. Je m'attends donc à une demande exorbitante, sinon une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Non, il veut en réalité savoir comment modifier la constitution du Congo pour permettre au président Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Je ne vois pas en quoi je peux l'aider. Il me montre le texte de cette constitution qui explique sans ambiguïté que le président ne peut que faire 2 mandats. Cette disposition ne peut pas être modifiée, ce qu'il veut pourtant faire. Ma réponse est claire. Ce n'est pas possible si l'on veut respecter la loi. Et pour moi, toute autre solution est exclue. L'entretien s'arrête là. Et sa réponse était claire et limpide. Si l'on veut respecter la loi, cela n'est pas possible. En dehors de tout ça, rien n'est permis. Ça veut dire quoi? Que les conseils qui ont été pris ont permis de dire que l'on ne pouvait pas ni réviser, ni changer la Constitution dans le sens où nous l'avons fait. Et il faut qu'on le dise, du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'évolution des choses. Il faut qu'on le sache. Et il faut qu'on sache, après qu'on ait constaté au début que les gouvernants n'étaient pas conformes à la Constitution, que l'on découvre qu'ils ont tout mis en œuvre sans être conformes à la Constitution, de procéder
au changement anticonstitutionnel de constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais ils sont rattrapés. Ils sont rattrapés en quoi? Ils sont rattrapés parce que le Congo est membre de l'Union africaine. Et l'acte constitutif de l'Union africaine condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et lorsqu'on va au-delà de l'acte, on se réfère à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, où au niveau de l'article 23, on éclaire tout amendement ou toute révision de la Constitution ou des instruments juridiques qui portent atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Les choses sont claires. Les rideaux sont tombés. On se rend compte. Et sur ce sujet, on a constaté que les gouvernants congolais sont silencieux sur cette question. Mais ils n'ont pas à être silencieux. Le problème qui se pose, il est simple. Il faut qu'on soit capable de parler du retour à l'ordre constitutionnel. Et ce retour à l'ordre constitutionnel signifie que le président Denis Sassou Nguesso ne peut plus se représenter à un mandat. C'est le respect. Et c'est en ça que je pense à la parole, dans le mot introductif, du président du Parlement réuni en congrès. Vous avez sublimé un devoir sacré, le devoir du respect scrupuleux de la Constitution. Et nous en sommes là. Donc, nous constatons que dans ce message sur l'état de la nation, on a choisi de mettre de côté un certain nombre de points, de problèmes qui préoccupent les Congolais au premier plan. L'objectif est bien clair. On a voulu faire apparaître le Congo sous un certain angle. Malheureusement, je dirais au président Sassou, quel est le meilleur angle sous lequel vous pouvez faire apparaître le Congo? Vous avez été membre de l'état-major spécial révolutionnaire lorsqu'il y a eu cette déclaration claire, appelée déclaration du 12 décembre 1975. Et quand je suis votre message, c'est un texte détaillé de ce qui a été constaté de façon très claire en 1975. Aujourd'hui, les choses sont claires. Et c'est pour ça, chers téléspectateurs, et je vais aller à la conclusion. La conclusion, elle est claire. Moi, je ne partage pas ce qui a été dit. Et je dis aux Congolais qu'aujourd'hui, les institutions ne fonctionnent pas normalement. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Les gouvernants ne sont pas en conformité avec les lois et règlements de la République. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec les lois et règlements de la République. Mais ce qui me frappe et ce qui me choque, c'est que rien n'est fait pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Tout se passe comme si, et on veut faire croire à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, qu'on est en conformité avec la loi, alors que l'on n'est pas. Cette situation est grave pour notre pays. Et quand je l'évoque, j'en suis véritablement triste. Le deuxième élément que je vais évoquer, il faut que les Congolais prennent conscience que ce n'est pas le Fonds monétaire qui va développer ce pays. Déjà, on vient en peine de parler d'une nouvelle hausse des prix du gazole, qu'on envisage déjà une nouvelle hausse des prix. Selon les recommandations du Fonds monétaire international, ça devrait entrer en vigueur dès janvier prochain. C'est vrai que le Premier ministre que nous avons rencontré et même le président de la République, à travers son discours, dit que cette possibilité d'augmenter à nouveau le carburant, n'est-ce pas, à 1100 francs le super et à 950 le gasoil, est en cours de négociation pour que, d'après le Premier ministre, il n'est plus question d'augmenter, n'est-ce pas, le prix du carburant. Mais on peut se poser la question, comment est-ce que le gouvernement va procéder
pour pouvoir justifier cela auprès du Fonds monétaire international, parce que pour justifier, il faut prouver au Fonds monétaire que vous avez une source de revenus qui pourrait donc venir compenser cette subvention que supporte l'État pour le compte du prix du carburant qui, on le sait, de plus de 300 milliards de francs CFA. À quel sein les Congolais vont être mangés? Je rappelle aux Congolais que si un ministre d'État congolais gagne 15 millions, si d'après les Congolais, le Premier ministre gagne 25 millions, si d'après beaucoup d'informations, un ministre au Congo gagne entre 11 et 12 millions, je rappelle que le SMIC au Congo est de 90 000. 90 000 pour permettre à ces Congolais qui sont chanceux, qui ont eu le bonheur d'avoir un emploi, de chercher à vivre, de chercher à se nourrir, de chercher à se loger, de chercher à se vêtir. Que représente 90 000 francs? Posez-vous la question. Quand vous gagnez 90 000 francs, combien dépensez-vous par jour pour manger? Combien dépensez-vous par jour pour vous déplacer? Combien dépensez-vous par jour ou sinon par mois pour la scolarité de vos enfants? Est-ce que vous pouvez dire que vous vivez normalement? Est-ce que vous pouvez vous vanter d'appartenir à un pays doté d'énormes richesses, dans lequel une minorité s'est appropriée de l'essentiel des richesses de notre pays? Non, on ne peut pas continuer. Le Fonds monétaire ne développera pas notre pays. Par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel. Et j'appelle et j'attire l'attention des Congolais. Nous pouvons développer ce pays. Il est dommage que lorsqu'on a parlé de crise en 2014, encore qu'elle avait commencé auparavant, qu'on ait déclaré qu'on a été incapable de procéder à un ajustement interne de la situation du pays. C'est pour ça que je reviens sur quelques chiffres que j'ai déjà énoncés, que les Congolais connaissent d'ailleurs. 14 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires qui se sont évaporés, alors que les gouvernants avaient pris l'engagement d'ouvrir un compte de stabilisation, appelé par certains compte des réserves pour les générations futures. Un engagement avait été pris pour qu'un audit soit réalisé chaque année et que cet audit soit rendu public. Depuis 2006 jusqu'à cette année, aucun audit n'a été réalisé. Peut-on parler de bonne gouvernance dans un tel pays? Que cache-t-on en réalité? Où est passé cet argent? Parlons des 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. D'aucuns parlent de ragots, de volonté de déstabilisation. Mais pourquoi les intéressés n'ont pas porté plainte en diffamation pour que la lumière et toute la lumière soit faite sur cette affaire? On parle de l'argent qui a été débloqué pour une route imaginaire de 137 km. On parle des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Chers compatriotes, le Congo a les moyens de se développer. Surtout lorsque je pense aux révélations faites par notre compatriote Alphonse Maboussou, selon lesquelles 133 000 milliards seraient planqués dans les paradis fiscaux. Pas au nom de l'État congolais, au nom de quelques privilégiés congolais qui pensent que c'est la coulée douce, pendant que tous les jours, les Congolais s'enfoncent tous les jours dans la misère. C'est vraiment très dur. Je ne peux pas ne pas dire un mot sur les accords avec le Rwanda, pour dire qu'il est dommage que ce problème n'ait pas été évoqué. D'autant que pour la majorité des Congolais, ces accords doivent être annulés. Les Congolais sont hostiles à ces accords. Ils veulent privilégier les bons rapports avec les pays voisins, notamment avec la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous souhaitons avoir une attitude qui permettent au Congo d'être en paix et d'avoir des relations de paix avec tous les pays voisins, notamment tous les pays frontaliers. Quant au problème de cession, les Congolais ont été choqués de découvrir qu'on a offert 11 000 hectares. 11 000 hectares de nos terres pour un franc symbolique. On a cédé à la société Mali Development, etc.,
mais ceci sans respecter les textes. Parce que lorsqu'on parle de cession, il faut que le peuple congolais se prononce par voie de référendum. Et il est dommage que les autorités de ce pays aient cru bon de se passer de ça. Pour en finir, je dirais, ce problème du retour à l'ordre constitutionnel est fondamental pour notre pays. Il faut que le président de la République revienne à l'ordre constitutionnel. Il faut qu'il renonce à être président du Parti congolais du travail. D'aucuns ont dit que c'est un titre honorifique. Les statuts du PCT ne prévoient pas ce titre honorifique. Et moi, j'ai ici un document que je peux vous présenter. C'est une lettre pour dire que le président Sassou n'assume pas cette fonction à titre honorifique. Ça, c'est une copie d'une lettre qu'il a adressée en tant que président du Parti congolais du travail au président du comité central chinois. Et ce qui veut dire que dans les faits, les actes sont posés, il faut les assumer. Il faut que le Parti congolais du travail mette tout en œuvre pour revenir à l'ordre constitutionnel. Et le disant, je me tourne vers le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre chargé de suivre la vie des partis. Parce que la loi sur les partis que j'ai citée en référence, notamment la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques, dispose d'un article 31 qui est clair. Le Parti congolais du travail doit être sanctionné. J'entends souvent les juristes dire dans ce pays que la loi est dure, mais c'est la loi, que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer à tout le temps. Les gouvernants ont la responsabilité, je dis bien la responsabilité, de recouvrer toutes ces importantes sommes, d'arrêter de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite et qui ont plongé le pays dans le chaos, et d'arrêter de faire plonger les Congolais dans la souffrance. Le Congo est un pays riche, il est doté d'énormes richesses, d'énormes potentialités. Il n'y a aucune raison que nous soyons dans la situation qui est la nôtre. Chers téléspectateurs, c'est par là que je termine mon propos. J'ai été long, mais vous savez que le message tiré en page a fait 105 pages. Il était quand même important que je relève surtout les problèmes importants sur lesquels les gouvernants ont voulu être silencieux. Mais ce silence inquiète les Congolais et il faut que nous en sortions. Encore une fois, merci. Je vous donne rendez-vous pour samedi prochain et j'ose espérer que nous trouverons un très bon terme que nous développerons. Merci et à la prochaine occasion.